Pour nous tous, créatures sac-marchant sur la Terre, il peut être très très facile d'oublier l'immensité et la richesse de la vie qui se cachent entre les vagues. Certaines choses nous semblent étrangères. D'autres, défendent l'explication. Des poissons embrasseurs aux anguilles, aux yeux électriques, voici les 20 poissons les plus uniques de l'océan. Numéro 20. Le poisson-lune. Ce poisson ressemble à une sorte de sculpture abstraite, mais en réalité, c'est une création absolument énorme. Ces énormes poissons de récifs multicolores peuvent atteindre jusqu'à 2,1 mètres de long. Et le plus fou avec ce poisson, c'est que parfois, la femelle peut en fait se transformer en mâle. Pendant ce processus, elle change également sa coloration d'un rouge-orange rouillé à un bleu-vert vif. La bosse sur le front des mâles plus âgés est plus visible que celle des poissons plus jeunes. Ils se nourrissent d'invertébrés marins, y compris certaines proies de toxiques, et ils résident dans et autour des récifs environnants. Le poisson-lune est un poisson de sport qui n'a qu'une petite importance commerciale. Bien que la chair de ce poisson ait longtemps été prisée pour la consommation humaine, on peut le voir vivant dans les marchés aux poissons de Hong Kong, à des prix atteignant jusqu'à 100 $ par kilogramme. Cependant, il vaut mieux faire attention en le mangeant car c'est en réalité un poisson très toxique. Le poisson-lune est régulièrement observé dans les aquariums publics et est considéré comme important pour l'écotourisme dans les environnements favorables aux plongeurs. En raison des avantages touristiques significatifs de la conservation de l'espèce, la conservation a été encouragée. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Le poisson papillon à bosse. C'est définitivement un poisson étrange. Le poisson papillon à bosse, ou poisson papillon vert à bosse, est le plus étrange de tous les poissons papillons. Non seulement c'est le plus étrange, mais il peut atteindre jusqu'à 1,3 mètre de long et peser jusqu'à 46 kg, ce qui en fait le plus gros et le plus lourd de toutes les espèces de poissons papillons. Ils ont un taux de croissance lent et peuvent le survivre jusqu'à 40 ans dans leur état actuel. Les poissons à bosse n'atteignent en fait la maturité sexuelle que plus tard dans leur vie, ce qui entraîne de faibles taux de renouvellement. Malgré cela, ils ne sont pas considérés comme en danger. Les poissons à bosse développent leur front en forme de bulbe à mesure qu'ils vieillissent, ce qui leur donne leur surnom de bumphead. Pour ajouter à leur longue liste de caractéristiques distinctives, ils ont d'énormes dents frontales en forme de bec qui sont presque complètement exposées car leurs lèvres ne les couvrent que partiellement. Ces dents, je dirais, sont la partie la plus étrange du poisson car elles ressemblent tellement à des dents humaines. Numéro 18. Le poisson-main, tacheté. Vous savez comment, lorsque vous regardez une échelle évolutive de l'homme, il y a ce poisson qui grimpe hors de l'eau? Il me semble que celui-ci est probablement ce lien à cause de toutes ces petites mains de poissons mignonnes. Les poissons-mains tachetés sont minuscules, atteignant une taille maximale de 12 cm de long, ce qui signifie qu'ils peuvent tenir confortablement dans la paume de votre main. Chaque poisson est recouvert de taches ou de rayures disposées en motif unique à cette espèce particulière. Ils ont des nageoires pectorales agrandies et ressemblent à des mains, qu'ils utilisent pour se déplacer doucement sur le substrat sablonneux où ils recherchent de minuscules crustacés et vers, qu'ils trouvent en abondance. Le poisson-main tacheté est l'un des habitants les plus connus de l'estuaire de Derwent, qui est une réserve animale en Australie. Ce sont vraiment des poissons uniques, non seulement à cause de leur apparence inhabituelle et accrocheuse, mais aussi parce que la grande majorité d'entre eux existent exclusivement dans l'estuaire et est donc gravement menacée. On estime qu'il y a moins de 10 colonies. La reproduction a lieu de septembre à octobre, période durant laquelle les masses d'œufs nouvellement déposées sont reliées à la vie du substrat au fond de la mer, telles que les éponges, les algues et en particulier les tulipes de mer. Numéro 17. L'OPA. En parlant de poissons qui aident les humains à faire le saut du microbe à Homo sapiens, l'OPA est un poisson à sang chaud. Découvert en 2015 par une équipe de recherche de la NOAA, ce poisson est en fait capable d'utiliser cette chaleur à son avantage. Bien que la température corporelle du poisson ne soit pas la seule caractéristique qui le distingue des autres amis aquatiques dans les profondeurs, l'agile OPA est rapide et efficace, battant ses nageoires pectorales rouges vives pour nager à travers l'eau. Le corps de l'OPA est chauffé par le battement continu de ses nageoires, ce qui accélère son métabolisme, sa mobilité et ses temps de réponse.
L'OPA possède des artères sanguines spécialisées qui transportent du sang chaud vers ses branchies afin de réchauffer le sang qui se refroidit lorsque le poisson respire et prend de l'oxygène dans l'eau. Il mesure à peu près la taille d'un gros pneu de voiture. Ces canaux sanguins, échangeurs de chaleur, fournissent une température corporelle centrale, chaude, augmentent la production musculaire et la capacité de nage. Ils améliorent également la fonction oculaire et cérébrale en réduisant la perte de chaleur dans l'environnement froid de l'opare. Grâce au tissu adipeux autour de ses branchies, de son cœur et de son tissu musculaire servant d'isolant contre les eaux froides, l'OPA peut rester en profondeur plus longtemps sans risquer de diminuer la fonction de son cœur et d'autres organes. Numéro 16. Le Stargazer du Nord. Le Stargazer du Nord est une espèce benthique qui passe la plupart de son temps sur ou près du fond, marin et s'est très bien adapté à la vie dans le sable. Son corps est un peu allongé, ce qui l'aide à utiliser ses nageoires pectorales comme des pelles et lui permet de s'enterrer en quelques secondes. Lorsque le poisson est enterré, les yeux et les narines sont soigneusement placés sur le dessus de la tête, tout cela pour les garder au-dessus du sable. La partie la plus cool du poisson, cependant, le poisson a la capacité unique de générer de petits courants électriques à partir d'un organe spécialisé derrière ses yeux, d'où le nom de Stargazer. Il a évolué pour passer la majeure partie de son existence enfoui dans le sable, attendant d'embusquer et de dévorer sa proie entière. Ses yeux fentes branchiales, nez et la majeure partie de sa bouche sont situés sur le dessus de son corps, et ses nageoires pectorales sont capables de creuser et d'enterrer. Contrairement à d'autres poissons, le Stargazer respire par ses narines plutôt que par sa bouche. Le poisson présente des franges charnues autour de sa bouche pour empêcher le sable d'entrer pendant qu'il est enterré. Le Stargazer a des yeux qui peuvent se projeter sur une courte distance, donnant l'apparence d'être poursuivi pendant une brève période. Tout cela pour permettre au poisson de regarder au-dessus du fond. Le Stargazer fait cela en injectant un liquide dans les tissus derrière ses paupières. Numéro 15. Le poisson lanterne. Parce que la vie dans les profondeurs marines est difficile, de nombreux poissons ont évolué avec des adaptations uniques pour les aider à manger et à se reproduire. Cue la musique de Jaws ici, parce que ce poisson a développé de sérieuses mâcheuses mâchoires pour s'aider. Ces poissons lanternes des profondeurs ont en fait évolué pour avoir ces grandes bouches car il n'y a tout simplement pas beaucoup de proies autour d'eux à ces profondeurs. Donc leurs grandes bouches les aident à attraper ce qu'ils peuvent. Ils, comme d'autres poissons lanternes, ont un leurre qu'ils utilisent pour attirer leur proie stétulin. Le leurre du poisson lanterne des profondeurs contient des micro-organismes qui produisent leur propre lumière, et un poisson lanterne des profondeurs peut cacher ou exposer son leurre illuminé en utilisant un rabat de peau musculaire. Ils l'utilisent efficacement pour attirer leur proie en pulsant la lumière et en déplaçant le leurre d'avant en arrière. Parfois, même un partenaire est également attiré par le leurre. Les femelles sont les seules à correspondre à la description mentionnée ci-dessus. Elles sont des prédateurs d'embuscade et possèdent également des leurres illuminés. Les mâles sont très petits, seulement environ 1 pouce de long et ne chassent pas Toantpolapa. Ils passent tout leur temps après l'éclosion à chercher des partenaires, mordant les plus grandes femelles et fertilisant leurs œufs. Dans de nombreuses espèces de poissons lanternes, le mâle développe une nature parasitaire et ne quitte jamais sa partenaire, suçant son sang et devenant essentiellement une usine à bébés. Numéro 14 empône le poisson Joe à tête jaune. Avec une tête jaune brillante et un corps blanc ou bleu, le poisson Joe à tête jaune est vraiment un poisson magnifique, aimant creuser dans le fond marin et préférant un lit de sable de 7 à 12 cm avec du corail cassé et différents types de sable. Et lorsqu'ils sont effrayés, ils ont cette incroyable capacité à se précipiter dans leur terrier, la queue en premier. Vous ne les verrez pas nager trop souvent. Ils aiment se tenir verticalement au-dessus ou dans le terrier, seule leur tête jaune dépassant. C'est très cool de voir une colonie d'œufs dans un aquarium vous observant depuis leur trou. Ces petits gars font également d'excellents animaux de compagnie et devraient bien s'entendre avec d'autres poissons marins calmes. Cependant, différentes espèces de poissons Joe, d'autre part, peuvent ne pas être capables de coexister heureusement dans le même aquarium. Lorsqu'ils sont introduits pour la première fois, on sait qu'ils sautent hors de l'aquarium, donc vous aurez besoin d'un couvercle bien ajusté, sans voie des joies d'évasion. Bien que vous deviez noter que même s'ils semblent résistants aux maladies, vous devez tout de même prendre des précautions et utiliser un aquarium de quarantaine avant de les introduire dans votre aquarium principal.
Le poisson Joe à tête jaune est un carnivore, ce qui nécessite des éléments carnés dans son régime alimentaire. Pour les encourager à manger, vous devrez peut-être placer la nourriture près de l'entrée du terrier au début, et ils peuvent en devenir moins timides et sortir du terrier pour se nourrir après s'être habitués. Ils peuvent pincer et dévorer de minuscules crustacés, donc vous devez être prudent. Numéro 13. Le seiche. Ces caméléons de mer sont parmi les plus grandes espèces de seiche, atteignant jusqu'à 60 cm de long et pesant jusqu'à 5 kg. Le voyage de cette magnifique créature vers les eaux australiennes n'est que pour la reproduction. Ils se rassemblent par dizaines de millions chaque année entre mai et août pour s'accoupler et se reproduire, produisant un spectacle spectaculaire de jeux astucieux, de prédation, de spectacles de lumière sous-marin et de displays kaléidoscopiques colorés. Les seiches sont des animaux intelligents qui peuvent modifier leur couleur, leur forme et leur texture pour ressembler à des roches, du sable ou des algues, en se déplaçant au fond. Comme les mâles sont plus nombreux que les femelles, il y a une intense et frénétique rivalité entre eux pour les droits de reproduction, ce qui entraîne des comportements bizarres et spectaculaires. La seiche relie ses 8 bras et 2 tentacules pour un contact tête-à-tête pendant l'accouplement, les mâles glissant leur paquet de sperme dans la bouche de la femelle et fertilisant ses œufs. La femelle pond des œufs en forme de larmes sur les faces inférieures des corniches rocheuses et dans les crevasses rocheuses où ils éclosent après 3 à 5 mois. On pense qu'ils se rassemblent ici en si grand nombre car c'est le seul endroit de la région avec des corniches rocheuses appropriées pour pondre des œufs. En raison de la pêche commerciale qui a presque anéanti cet événement unique, les seiches sont protégés pendant leur saison de reproduction, qui s'étend de mai à août. Numéro 12, le poisson-pierre. Permettez-moi de vous présenter, mesdames et messieurs, le poisson le plus venimeux de la mer, le poisson-pierre. Le venin produit par le poisson-pierre est parmi les plus venimeux au monde et il est mortel pour les humains. Une quantité significative d'antivenin doit être administrée rapidement pour inverser les symptômes, qui commencent par une douleur intense et un gonflement. Ces symptômes peuvent rapidement progresser, entraînant une paralysie, des nécroses de tissulaires et éventuellement une insuffisance cardiaque. Les poissons-pierres sont souvent piétinés en raison de leur invisibilité, ce qui déclenche les sacs à venin. Les poissons-pierres ont 13 épines qui courent le long de leur dos, chacune ayant des glandes à venin à la base, et ils n'utilisent pas leur venin pour chasser. C'est uniquement utilisé comme mécanisme de défense et est libéré lorsque la pression est appliquée à leurs épines. L'alimentation du poisson-pierre se compose principalement de différentes crevettes et d'autres poissons, car ce sont des carnivores, et ils peuvent utiliser l'élément de surprise pour attaquer leurs victimes grâce à leur capacité d'écamouflage exceptionnelle. Ils attendent patiemment que leur proie nage à proximité avant d'attaquer et d'avaler en aussi peu que 0,015 secondes. Ils sont généralement de nageurs lents, malgré leur incroyable vitesse. Les poissons-pierres peuvent également vivre jusqu'à 24 heures en collectant de l'oxygène par leur peau tant que leur environnement reste humide. Cela était courant avec les marées descendantes, qui les exposent partiellement, mais ils mourront tout de même d'asphyxie et de déshydratation après cela. Numéro 11. Le médusa. Bien que le médusa portugais soit souvent confondu avec une méduse, c'est en réalité un siphonophore, un type d'animal étroitement lié aux méduses. Un siphonophore est unique en ce sens qu'il est composé d'une colonie d'individus spécialisés, génétiquement identiques, appelés zooïdes ou clones, qui ont tous des formes et des fonctions différentes, mais qui fonctionnent ensemble comme un tout. Chacune des 4 sections spécialisées du médusa est responsable d'une tâche particulière, comme la flottaison, la capture de proies, l'alimentation et la reproduction. Les médusas, que l'on trouve principalement dans les eaux tropicales et subtropicales, sont poussés uniquement par les vents et les courants océaniques et peuvent flotter en armée allant jusqu'à 1000 ou plus. Le médusa se distingue par son flotteur en forme de ballon qui peut être bleu, violet ou rose et qui s'élève jusqu'à 6 pouces au-dessus de la ligne d'eau, comme un navire portugais du XVIIIe siècle sous voile. De longs filaments de tentacules et de polypes se cachent sous le flotteur, mesurant chacun 30 pieds de long et s'étendant jusqu'à 100 pieds. Leurs piqûres sont du soutien de minuscules capsules avec des tubes barbelés enroulés qui libèrent un venin capable de paralyser et de tuer de petits poissons et crustacés.
Bien que la piqûre du médusa soit rarement mortelle, elle est désagréable et produit des bosses sur la peau. Numéro 10. L'anguille gulpe. L'une des créatures des profondeurs marines les plus étranges de la liste est l'anguille gulpe, souvent connue sous le nom d'anguille pélican. L'anguille gulpe a un corps long et fin qui ondule d'avant en arrière pour se déplacer dans l'eau, un peu comme une anguille classique. Elles appartiennent à un ordre qui comprend 800 espèces d'anguilles véritables, y compris les murènes et les anguilles de jardin. Elles sont de couleur noire et mesurent environ 2 à 3 pieds de long, ce qui n'est pas beaucoup comparé à d'autres espèces d'anguilles. En fait, la plus grande anguille, la congre européen, peut atteindre plus de 20 pieds de long. Les anguilles gulp sont nommées pour leurs énormes mâchoires qui ressemblent à une anguille croisée avec un énorme ballon noir. Quelle est donc cette adaptation particulière de l'anguille gulp ? Comme les pélicans, les anguilles gulp peuvent gober de l'eau dans leur bouche et avaler leurs proies entières. Elles se nourrissent principalement de crabes, de poissons et de céphalopodes, bien que certains experts pensent que leur grande bouche leur permet en réalité de chasser des poissons plus gros si la nourriture est rare. Comme ces anguilles sont si peu communes, nous ne savons pas grand-chose à leur sujet. Elles sont néanmoins distribuées dans le monde entier et sont classées comme une espèce de préoccupation mineure par l'UICN, ce qui signifie qu'elles ne sont pas considérées comme menacées d'extinction. Numéro 9. Le dragon de mer feuillu. Les dragons de mer sont parmi les animaux les plus élaborément camouflés au monde. Ils sont idéalement équipés pour se fondre dans les algues avec des excroissances en forme de feuilles recouvrant tout leur corps. Les dragons de mer feuillus sont étroitement liés aux hippocampes et aux syngnates et ne se trouvent que dans les mers au large des côtes du sud et de l'est de l'Australie. La couleur du corps des dragons feuillus varie du brun au jaune avec de magnifiques appendices teintés d'olive. Les caractéristiques en forme de feuilles, en revanche, ne sont pas utilisées pour nager. Cette espèce se déplace en utilisant 2 nageoires fines, une pectorale et une dorsale, qui sont presque translucides. Les mâles dragons de mer, comme les hippocampes, sont responsables de la reproduction, et le mâle dragon de mer a une tache de couvaison spongieuse sur le dessous de sa queue, similaire à celle des hippocampes, tandis que les femelles déposent leurs œufs roses brillants lors de l'accouplement. Lors du transfert de la femelle au mâle, les œufs sont fécondés. Les mâles incubent ensuite et amènent les œufs à terme, libérant finalement de petits dragons de mer dans l'océan après 4 à 6 semaines. Les dragons de mer ont un régime alimentaire composé de mysidés ou de poux de mer, qui sont de petits crustacés. D'autres créatures peuvent les chasser, bien que cela soit en réalité inconnu. Cependant, les plongeurs qui souhaitent les garder comme animaux de compagnie les prennent souvent. En fait, au début des années 1990, de telles prises avaient réduit leurs effectifs au point que le gouvernement australien avait déclaré l'espèce éteinte. Leurs populations ont été affectées par la pollution et la dégradation de l'habitat, et elles sont maintenant classées comme quasi menacées. Numéro 8. Le poisson-fringe sarcastique. Le poisson-fringe sarcastique est un petit poisson mais intéressant qui vit dans le nord-est de l'océan Pacifique, au large des côtes de la Californie et de Baja. Les mâles combattants de cette espèce sont connus pour leurs incroyables actions d'affichage tout en défendant leur territoire. Les blennies tubulaires, comme le poisson-fringe sarcastique, vivent dans des terriers ou des structures tubulaires creusées par d'autres créatures. Les abris sont construits par des palourdes fouisseuses ou des coquilles de mollusques vides, dans le cas de l'espèce. Certaines personnes les ont même vus vivre dans des bouteilles de soda et d'autres matériaux artificiels. Les femelles poissons-fringes sarcastiques déposent leurs œufs dans l'abri d'un mâle, tout comme d'autres blennies tubulaires, et les mâles les défendent contre les prédateurs et d'autres dangers jusqu'à leur éclosion. La sélection sexuelle des femelles alimente un système de rivalité masculine féroce et de territorialité, et les mâles poissons-fringes sarcastiques rivalisent en ouvrant leurs énormes lèvres en direction de leurs adversaires. La coloration effrayante de la bouche, associée à sa taille énorme jusqu'à 4 fois sa taille fermée, permet au mâle plus grand d'affirmer son contrôle sur le plus petit. Les lèvres des concurrents sont souvent poussées très près l'une de l'autre, touchant parfois. Sans vraiment se battre, le plus petit abandonne généralement et quitte ensuite la zone. Je veux juste être clair avec tout le monde, c'est un poisson qui est en fait en train d'embrasser son rival. Et c'est sarcastique. Ça résume bien les choses, j'ai trouvé mon poisson préféré. Numéro 7. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges.
Si les poissons fringes devaient embrasser des poissons, ce devrait totalement être le poisson chauve-souris à lèvres rouges. Regardez ces lèvres de poisson juteuses. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges est un habitant du fond qui peut être trouvé sur le fond sablonneux des récifs ou sur le fond de l'océan. Étroite relation avec d'autres poissons chauve-souris, mais il est en fait entièrement unique aux Galapagos. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges a une couleur de corps brun clair avec un dos grisâtre et un ventre blanc. À partir de la tête et courant le long du dos jusqu'à la queue, il y a généralement une bande brun foncé composée de points bruns sur le côté supérieur. Le museau et la corne du poisson chauve-souris ont une couleur brunâtre. Le poisson chauve-souris a des lèvres rouges brillantes, presque fluorescentes, qui semblent comme s'il venait de faire un repas sanglant ou qu'il porte une sorte de rouge à lèvres extrêmement brillant, comme le nom l'indique. Une autre caractéristique particulière du poisson chauve-souris à lèvres rouges est sa capacité à voler. Les nageoires du poisson chauve-souris sont mieux adaptées pour fonctionner comme une sorte de jambes étranges, plutôt que pour nager au fond à la recherche de nourriture. Et ces jambes sont utilisées pour marcher et se percher pendant que la créature examine son environnement. Il possède également une structure élyséenne sur sa tête qui serait utilisée pour attirer les proies. L'espèce est un piscivore et insectivore qui mange de petits poissons et crustacés tels que des crevettes et des mollusques. Numéro 6. Le requin gobelin. Et maintenant, nous revenons au poisson absolument terrifiant que vous ne voudriez pas toucher avec un bâton de 10 pieds, encore moins embrasser sur la bouche. Ce qui est peut-être la caractéristique physique la plus terrifiante et la plus remarquable du requin gobelin. Le rostre, alias sa tête, est recouvert d'organes uniques qui aident ces requins à trouver de la nourriture dans des environnements à faible luminosité en détectant les champs électriques produits par d'autres poissons. C'est l'une des rares espèces de requins dont les dents sont visibles lorsque la bouche est complètement fermée. En d'autres termes, les requins gobelins ne peuvent pas vraiment mettre toutes leurs dents dans leur mâchoire. Étant donné que les requins gobelins vivants sont rarement vus et pratiquement jamais enregistrés, une grande partie de ce que les scientifiques savent à leur sujet provient de leur capture accidentelle dans des pêcheries ciblant d'autres espèces. On dit qu'ils sont des prédateurs actifs qui mangent une variété de poissons, de calmars et de crustacés pélagiques, et ils ressemblent à quelque chose sorti d'un film extraterrestre plutôt qu'à un requin pendant qu'ils mangent. La fertilisation interne est utilisée par les requins gobelins pour s'accoupler et donner naissance à un nombre limité de petits descendants assez grands. Bien qu'ils donnent naissance à des petits vivants, ces requins n'ont en fait pas de placenta pour les relier à leur progéniture. Au lieu de cela, pendant la période de gestation, la mère nourrit probablement ses œufs non fécondés à ses jeunes, qu'ils consomment activement pour se nourrir. Les jeunes requins gobelins sont prêts à chasser dès leur naissance. Numéro 5. Le poisson-dent de sabre. Les poissons-dents de sabre sont de couleur noire, ont un aspect hideux, comme de nombreux autres animaux des profondeurs. Le poisson-dent de sabre, tout comme le poisson-lanterne, a une grande mâchoire avec des dents massives. En fait, le poisson-dent de sabre possède les plus grandes dents de tous les poissons connus par rapport à sa taille corporelle. Les crocs de sa mâchoire inférieure sont si énormes en fait que des réceptacles spécifiques de chaque côté de leur cerveau ont dû se développer pour les accueillir. Le poisson-dent de sabre est un type de poisson que l'on peut trouver partout dans le monde, classé comme un poisson bathypélagique puisqu'il vit dans la zone bathyale de l'océan. La zone bathyale est une zone marine profonde s'étendant de 1000 à 3000 mètres sous la surface. Bien qu'il puisse sembler très profond, la zone bathyale n'est même pas proche du fond de l'océan. Elle se situe en fait au-dessus de deux autres zones, qui sont deux des niveaux les plus profonds de l'océan. Cependant, elle est si profonde qu'aucune lumière ne pénètre réellement dans la zone. Malheureusement, les scientifiques ne savent pas grand-chose à leur sujet, car ce sont des créatures nocturnes des profondeurs qui sont difficiles à étudier. Les requins dents de sabre adultes mangent de petits poissons, bien qu'ils aient également été observés en train de manger des calmars plus gros. Les scientifiques ne sont pas vraiment sûrs, mais pour l'instant, ils pensent que les dents de sabre migrent dans un schéma connu sous le nom de migration verticale diurne, ce qui signifie qu'ils se nourrissent la nuit à la surface avant de retourner dans les profondeurs, avant le lever du soleil. Numéro 4. Le poisson-lune. Quelqu'un ici a-t-il déjà vu l'homme-éléphant ? Eh bien, ce poisson ressemble un peu à quelqu'un qui aurait la même maladie que John Merrick. Et si vous ne le savez pas, vous devriez absolument le chercher, car c'est incroyable.
Le poisson-lune, également connu sous le nom de mollusque, est le plus lourd de tous les poissons osseux, atteignant 4,3 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur et pesant plus de 2300 kg chez les plus gros individus. Les requins et les raies sont des poissons cartilagineux, donc ils peuvent être très grands. Un poisson-lune peut être infecté par des parasites cutanés au point d'attirer de petits poissons ou même des oiseaux pour les manger. Et dans une tentative de se débarrasser des parasites dololipans, ils peuvent aller même briser la surface jusqu'à 3 mètres dans les airs et retomber avec un éclaboussement. Ils sont des nageurs maladroits, guidant avec leurs nageoires et agitant leurs énormes nageoires dorsales et caudales pour se déplacer. Et les méduses sont leur régime alimentaire préféré, bien qu'ils puissent également consommer de petits poissons, du zooplancton et des algues en grande quantité. Pour l'instant, ils ne sont pas dangereux pour les humains, bien qu'ils soient assez curieux et s'approchent souvent des plongeurs. Numéro 3. Le poisson blob yikes, car celui-ci remporte le prix du poisson le plus moche de la liste, le poisson blob. Si être appelé poisson blob n'était pas assez horrible, le reste de sa famille n'est pas vraiment meilleur. Le poisson blob appartient à une famille de poissons souvent appelés sculpins à tête grasse, en raison de leur grande tête et de leur apparence flasque. Autour du sud-est de l'Australie et de la Tasmanie, les poissons blobs vivent dans l'eau juste au-dessus du fond marin. La pression de l'eau à des profondeurs de 600 mètres ou plus est écrasante, plus de 60 fois celle de la surface. Vous seriez probablement écrasé en un blob si vous essayiez d'aller aussi bas. Ils flottent généralement au fond de la mer, dévorant tout ce qui flotte directement devant eux et qui est suffisamment petit pour tenir dans leur mâchoire. Le corps du poisson blob est principalement constitué de gélatine, avec peu d'os durs. Cela est avantageux à ces profondeurs écrasantes où il vit, car il peut éviter d'être écrasé par la pression de l'eau puisqu'il est composé d'une substance gélatineuse et flasque. Sa composition corporelle lui confère exactement la bonne quantité de flottabilité pour lui permettre de flotter au fond de la mer sans fournir d'efforts réels. Imaginez simplement jeter un ballon d'eau dans une piscine pleine de gens. Il flotterait simplement au fond de la piscine. Et la même chose se produit avec le poisson blob, mais sans la piscine et les foules. Numéro 2. Le poisson cube jaune. Les poissons cubes jaunes appartiennent à la famille des poissons cubes. Imaginez cela. On peut les trouver dans les récifs à travers les océans Pacifique et Indien, ainsi que dans les eaux méridionales de l'océan Atlantique, et ils peuvent atteindre jusqu'à 45 cm de longueur. Oh, et devinez quoi? Ils ont une forme cubique, comme le nom l'indique. Ils sont d'un jaune éclatant lorsqu'ils sont jeunes, bien que cette brillance diminue avec l'âge, et les poissons cubes très âgés deviennent bleu-gris avec un jaune qui s'estompe, tout comme le reste d'entre nous. Leur régime alimentaire se compose principalement d'algues, bien qu'ils mangent également des éponges, des crabes et des mollusques. Lorsqu'ils sont agités ou blessés, ils peuvent en réalité produire une protéine toxique à partir de leur peau, capable de tuer tout poisson se trouvant dans les parages. La coloration jaune éclatante et les points noirs servent d'avertissement à d'éventuels prédateurs. Ce sont des créatures solitaires, car leur reproduction a lieu en petits groupes d'un mâle et de 2 à 4 femelles au printemps. Quels chanceux! Oh, et voici un petit fait amusant pour vous. Mercedes-Benz a en fait présenté le véhicule Concept Bionic en 2006, inspiré par la forme d'un poisson cube jaune. En raison de la rapidité remarquable avec laquelle les poissons cubes se déplacent, on pense que leur forme est aérodynamique et autostabilisante. Les scientifiques pensent pas même que l'agilité du poisson cube est due à une combinaison d'un corps aérodynamiquement instable et à la façon dont le poisson utilise ses nageoires pour se déplacer. Numéro 1. Le poisson frog. Psychédélique. Les poissons frogs en général sont parmi les animaux les plus étranges de la planète car ils n'ont pas d'écailles, présentent une variété d'appendices et de croissances sur leur corps et sont souvent recouverts d'algues. Cependant, le poisson frog psychédélique est différent de tous les autres poissons frogs. Ce poisson présente un grand visage plat, des yeux bleus perçants et une énorme bouche et surtout un motif rayé blanc-orange-tan qui lui permet apparemment de se fondre dans le corail voisin. Il a été découvert pour la première fois en 2009 dans les mers d'Indonésie. Et le poisson frog psychédélique possède également un petit appendice attractif sur son front qui imite un ver ondulant pour toute proie potentielle qui ne serait pas suffisamment captivée. Le poisson frog psychédélique n'a été observé vivant qu'à Ambon, et il ne semble pas grandir beaucoup plus de 10 cm de longueur.
Leur coloration remarquable est censée ressembler à plusieurs espèces de corail, ce qui leur confère un excellent camouflage. Quant à la partie psychédélique du nom de cette grenouille, eh bien, regardez juste cette chose. Ça a l'air plutôt fou, non? En plus de sa peau psychédélique, le poisson frog psychédélique est l'un des poissons les plus rares et difficiles à trouver au monde, car il ne se trouve que dans une seule zone, les régions limitées Tikrante des îles Ambon et Maluka en Indonésie. L'importance de préserver les récifs coralliens de l'océan face au changement climatique et à l'activité humaine ne peut être surestimée, alors que les chercheurs s'efforcent d'en apprendre davantage sur ces incroyables poissons lanternes. Voir tant de poissons fous et magnifiques est rafraîchissant, n'est-ce pas? Cela vous fait réfléchir à combien de choses dans le monde nous ne savons en réalité rien. Et cela, mon ami, c'est beaucoup. Lequel de ces poissons vous a semblé le plus fascinant? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de jeter un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran, et je vous verrai la prochaine fois.